place au match des idées. Confrontation de points de vue ce soir entre François Calfon et Nicolas Tenzer. On va s'arrêter sur les alliances à gauche en vue des élections régionales. Le cas des Hauts-de-France est en train de faire des émules, mais aussi de poser un sacré casse-tête dans certaines régions. L'union de toutes les gauches dans le Nord pourrait-elle se reproduire en Île-de-France, par exemple ? C'est loin d'être sûr. Ça supposerait que certains ou certaines s'effacent. C'est pas gagné. On va en parler avec nos invités juste après les détails de Samia Dechir. Elle incarne désormais la possibilité d'une union. Celle des Verts, des socialistes, des insoumis et des communistes aux élections régionales. Dans les Hauts-de-France, les 4 formations se lancent ensemble dès le premier tour, derrière l'écologiste Karima Delli. Nous ne laisserons pas l'histoire se répéter de 2015. Ouais. Nous étions aux portes du Conseil régional. Désormais, nous sommes unis pour gagner. Une alliance que d'autres rêveraient de reproduire ailleurs. Mais le scénario nordiste ne semble pas si facile à exporter. En Île-de-France, 3 listes de gauche se font concurrence. Clémentine Autain porte les couleurs des Insoumis et des communistes. Audrey Pulvar représente les socialistes. Et Julien Bayou, soutenu par Benoît Hamon, mène la liste écologiste. Ça aurait, pardon de le dire, de la gueule, qu'on se rassemble effectivement et que ce rassemblement s'opère avant le premier tour. Aujourd'hui, il me semble que Julien Bayou, par les gestes qu'il pose et le projet qu'il porte, est le meilleur visage pour l'Île-de-France. Partout, les écologistes appellent à s'unir derrière leurs propres candidats. Après leurs succès électoraux aux dernières municipales, les Verts s'estiment en position de force. Les négociations tournent au bras de fer jusqu'à l'échec en Auvergne-Rhône-Alpes, où l'écologiste Fabienne Grébert et la socialiste Najat Vallaud-Belkacem mèneront 2 listes différentes. Les écologistes ont gagné Grenoble, on a gagné Lyon, la métropole de Lyon, Annecy. Donc je comprends qu'il y a une nostalgie au Parti socialiste, mais que Najat Vallaud-Belkacem, qui était élu auprès de Collomb et après ministre de Manuel Valls, puisse dire tiens, venez derrière moi, ça va sembler incongru un peu à tout le monde. Sur 13 régions, la gauche n'a réussi à se rassembler que dans les Hauts-de-France. Si les régionales sont le galop d'essai de la prochaine présidentielle, la perspective d'une union semble bien incertaine. Avec nous pour le match des idées ce soir, François Calfon, bienvenue. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du Parti socialiste. Nicolas Tenzer, bienvenue. Vous êtes politologue, philosophe, essayiste, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique et directeur de la revue Le Banquet. Merci à tous les deux. François Calfon, je vais quand même commencer par vous puisque vous soutenez Audrey Pulvar en Île-de-France. Est-ce que vous pourriez vous ranger derrière Julien Bayou dans ces régionales ? Est-ce qu'Audrey Pulvar pourrait se retirer en sa faveur? Écoutez, c'est envisageable ou pas? Je vois que c'est bientôt le printemps et que des ailes poussent à nos amis, donc j'en suis tout à fait ravi. Mais pour redevenir sérieux 5 minutes, au fond, qu'attend la gauche, c'est que nous puissions sortir de ce débat préconstruit entre Madame Le Pen et Monsieur Macron. C'est-à-dire que finalement la gauche puisse reprendre toute sa place. D'accord. Et qu'il y ait une logique de rassemblement. Je ne suis pas sûr que la logique de rassemblement consiste à aller chercher des poux dans la tête des uns et des autres, comme je l'ai entendu de M. Piolle. Cet été, Audrey Pulvar a proposé le rassemblement à Julien Bayou, sans d'ailleurs présager de qui serait devant. Tout cela a reçu une fin de non-recevoir. Il se trouve qu'elle est plutôt derrière dans les sondages. Ah non, je crois pas. Non. Elle est devant. Écoutez, je ne veux pas vous révéler. Julien Bayou dans les sondages. Elle est devant Julien Bayou dans les sondages, mais je suis pas. Donc c'est plutôt à Julien Bayou de se rallier. Je ne suis pas dans une course de petits chevaux. Si à un moment donné, pris par la conscience, Clémentine Autain, Julien Bayou et Audrey Pulvar voulaient se rassembler, je n'y verrais que des avantages. Maintenant, cette idée de l'hégémonie un peu pile je gagne, face tu perds, parce que c'est un peu ce que nous proposent les Verts, ça ne correspond pas à notre logiciel politique. Karima Delli est tête de liste pour les Hauts-de-France. De la France insoumise au Parti socialiste, tout le monde se rassemble. Je ne vois pas pourquoi, à chaque fois, le prix d'unité serait à payer par une force politique. Et je le dis avec beaucoup de visée stratégique. Il y a beaucoup de débats quand même qui se posent. Il y a le statut de la République. Est-ce qu'on est universaliste ou est-ce qu'on veut, au contraire, reconnaître telle et telle minorité ? Est-ce qu'on veut une croissance verte ou est-ce qu'on veut la décroissance ? Eh bien, il y a des débats là-dessus. Nous sommes favorables à une croissance verte, nous ne sommes pas favorables à la décroissance, nous sommes favorables à une république universelle, nous ne sommes pas favorables au morcellement de la société. Vous voyez, c'est des débats un peu plus sérieux que de savoir si Pierre, Paul, Jacques, et en l'occurrence Clémentine, Audrey, Julien,
vont s'entendre autour d'une table. Si c'est sur un contenu au profit des Franciliens, alors bien sûr, on nous trouvera toujours autour de la table. Nicolas Tenzer. Moi, je pense qu'il y a effectivement plusieurs éléments à prendre en considération. D'abord, effectivement, je pense que pour les alliances au niveau régional, c'est quelque chose qui est faisable, qui est envisageable dans le cadre d'une gestion d'une région. Bon, je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là dans la gestion ou dans la conception des grandes lignes stratégiques qui, elles, vont se poser plus tard. Et justement, ça, c'est le deuxième point. Sur le deuxième point, là, on s'aperçoit qu'entre les différentes composantes de la gauche, on pourrait dire d'ailleurs, d'une certaine manière, à peu près la même chose de la droite. On a des débats fondamentaux. Il y a ceux que Lucien Cresson a évoqués, bien sûr, qui sont fondamentaux, mais il y en a d'autres. Il y en a sur l'Europe. Qu'est-ce qu'on attend de l'Europe ? Il y en a sur quel est notre rapport ? Comment nous allons nous comporter vis-à-vis d'un certain nombre de régimes dictatoriaux, voire criminels ? La Russie, la Syrie, on fête aujourd'hui le 10e anniversaire de la révolution syrienne, la Chine, ce sont des sujets essentiels. Sur l'éducation, quels sont les contenus qu'on entend privilégier dans l'éducation de nos enfants ? Je ne parle pas du nombre de profs, mais je parle vraiment des choses fondamentales. Et là, on s'aperçoit aujourd'hui qu'entre les différentes composantes de la gauche, il y a des distinctions majeures. Il y a des projets de société qui sont complètement différents. Vous ne croyez pas aux médiations ? Je pense à Benoît. Et je pense que c'est quand même très difficile. Après, il y a aussi des questions, troisièmement, il y a des questions de personnes aussi. Alors, à qui pour rassembler ? Alors, encore une fois, dans un cadre régional, c'est envisageable. Dans un cadre national, je pense que là aussi, il ne faut pas non plus complètement anticiper. Et les médiations, elles seraient possibles ou pas ? Benoît Hamon, ce matin sur notre antenne, qui nous dit « ça aurait de la gueule qu'on se rassemble et que ce rassemblement se fasse avant le premier tour. Je veux bien me mettre à la disposition d'Audrey et Clémentine pour discuter dans quelles conditions on le fait. » Encore une fois, il peut y avoir des médiations pour les régionales, ça ne me choque absolument pas. Je pense que là, encore une fois, si on entend que les régionales soient une sorte de préfiguration de la présidentielle, c'est quand même ça la vraie question. Oui. Là, on en est quand même extrêmement loin. Enfin, on en est vraiment très loin parce qu'il y a ces différences devant. Il y a des projets politiques, des projets de société, une vision du monde qui sont radicalement antinomiques. Donc c'est pas pour demain. Et surtout non, mais regardez, moi je vais revenir à la région parce que tout à l'heure j'étais sur les grands principes et que c'est une campagne des régionales. En région Île-de-France, il y a 750 000, sur une région d'11,5 millions de personnes, demandeurs de logement. Bon, eh bien, il y a une question fondamentale qui se pose sur l'articulation entre écologie et social. Est-ce qu'on peut, au nom de l'écologie, refuser, comme ça arrive souvent, y compris dernièrement à Paris dans le 16e arrondissement, où les écologistes, avec la droite, se sont opposés à un projet de logement social dans le 16e arrondissement. Est-ce qu'on peut, au nom de l'écologie, refuser cette urgence sociale qui, par voie de conséquence, permet aussi la croissance, par la rénovation thermique des bâtiments, par la construction, qui est un acte écologique de construire la ville sur la ville. Est-ce qu'on peut refuser cette urgence sociale qui consiste à loger tous les gens qui sont mal logés aujourd'hui ? Vous n'avez pas la même priorité. Non, mais je ne dis pas qu'il faut... mais c'est pas... Je sais qu'à l'époque, par exemple, quelqu'un comme Emmanuelle Cos, qui nous a rejoint depuis, était écologiste, elle suivait les questions de logement, et elle articulait parfaitement la construction durable de logements, donc une vision écologique, et les objectifs environnementaux. Moi, je ne veux pas qu'on sacrifie l'urbain, et en particulier ceux qui sont finalement les plus exclus, sur l'autel de l'écologie. Je donne un deuxième exemple. Il y a une ligne 17 du métro qui va arroser la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise d'un métro. Eh bien, je vois qu'aujourd'hui, un certain nombre de secteurs au sein de l'écologie politique refusent le métro. Donc, il faut m'expliquer la cohérence entre, d'un côté, refuser la voiture à Paris, ce que nous refusons également, et de refuser le métro pour la banlieue. On ne peut pas, d'un côté, dire les premiers de corvée, ils habitent en deuxième couronne, et les applaudir au moment du Covid, et leur refuser des transports collectifs. Ça pose une difficulté. Allez, autre thème que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est l'officialisation de cette liste de 318 noms de personnalités issues de la diversité proposées pour baptiser des rues. C'est la ministre déléguée chargée de la ville, Nadia Hay, qui avait été chargée de cette mission par Emmanuel Macron. Et cette liste est loin de faire l'unanimité. Alors on va accueillir dans ce match pour en parler Nicolas Bancel. Bonsoir, vous êtes historien, professeur à l'université de Lausanne, auteur de ce livre, Le post-colonialisme, et vous faites partie du conseil scientifique qui a élaboré cette liste. Ça ne vous a pas échappé, elle a fait face à une avalanche de critiques, cette liste. La plus virulente est peut-être celle de Bruno Retailleau, président du groupe LR ici au Sénat. Les bonnes intentions qui ont mené à la création d'une liste de célébrités basée sur l'origine ne peuvent pas masquer son caractère racialiste, dit-il. Emmanuel Macron joue le jeu des décoloniaux qui ne seront jamais rassasiés des repentances de la France. Le choix du professeur Blanchard est révélateur. Comment réagissez-vous à cela ?
Ma première réaction, ça serait de dire qu'il faudrait qu'ils lisent quand même les biographies qui ont été proposées par le Conseil scientifique, parce qu'il n'y a aucune base raciale sur l'énumération de cette liste. 3000 noms ont été étudiés. On a tous voté pour la liste des 318 noms, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de noms qui sont possibles et un travail qui doit se poursuivre. Et je rappelle que toutes les origines étrangères sont mentionnées dans ce travail. Vous avez effectivement des ressortissants de l'outre-mer, l'ex-outre-mer français, l'ex-empire colonial. Vous avez des ressortissants qui proviennent d'Asie. Vous en avez qui arrivent d'Europe, des États-Unis. Donc c'est une liste monde. On ne peut vraiment pas accuser, je pense, le Conseil scientifique d'avoir agi sous l'emprise d'une conception racialiste. Ça n'a pas vraiment de sens. Il y a aussi la LICRA qui se pose des questions sur votre liste. Là aussi, je la cite. Dans le recueil des noms, des quartiers, des immigrations et des diversités territoriales proposé par M. Blanchard, figure le citoyen français André Isaac, dit Pierre Dac, ancien militant de la LICRA. Nous aimerions savoir au titre de quelle diversité il figure sur cette liste. Vous avez une réponse ? Alors ça, c'est une question, vous me posez une colle, parce que je n'ai pas étudié personnellement, moi, la biographie de M. Dac. Je suppose qu'il doit avoir une origine étrangère, peut-être a-t-il été naturalisé. Vous me posez une colle, là, je ne pourrais pas répondre à cette question, il faudrait que je me replonge dans l'ensemble. D'accord, la LICRA n'aura pas sa réponse, c'est pas grave. Pas assez de femmes, dit-on, au ministère d'Elisabeth Moreno. Et à cela, vous avez une réponse ou pas ? Oui, j'ai une réponse. J'ai deux types de réponses. La première chose, c'est que c'est vrai, il n'y a pas assez de femmes. C'est pas du tout, évidemment, une volonté d'écarter les femmes. La commande était d'abord la question de la diversité des provenances nationales des entrants sur cette liste. Et puis, d'autre part, c'est vrai qu'on a une difficulté parce que, par exemple, vous avez 70 militaires qui sont honorés dans cette liste parce qu'ils ont rendu des services éminents à la patrie et à la nation, à la République, pour dire les choses clairement. Et bien dans ces militaires, évidemment, vous n'avez aucune femme. Si vous étudiez, par exemple, la composition genrée, entre guillemets, des romanciers, des gens qui ont écrit des livres qui sont restés importants, qui ont contribué notablement au rayonnement culturel de la France, vous avez très peu de femmes dans l'histoire. C'est malheureusement la réalité. Alors on en a mis un certain nombre, mais vous avez raison, il en manque. Je pense que c'est un travail à poursuivre. Et la liste des 2700 noms qui restent est là aussi pour poursuivre ce travail. Vous restez avec nous, hein, Nicolas Bancel, vous réagissez à ce qui va être dit en plateau. Nicolas Tenzer, depuis qu'est parue cette liste, elle fait face à une avalanche de critiques. J'ai épargné Monsieur Bancel, mais il y en a d'autres. Un média réunionnais qui affirme que Lille est la grande oubliée de cette liste, et il y en a d'autres. Attendez, moi j'ai regardé cette liste de manière très attentive. Et je considère qu'elle est vraiment telle qu'elle est aujourd'hui. Elle peut être complétée, bien sûr, mais elle est vraiment parfaite. Elle est vraiment parfaite. Je ne comprends absolument pas les critiques du genre de celles de M. Retailleau. Je veux dire, la France, elle est faite de gens qui, pour l'essentiel, ont des origines étrangères. Moi-même, d'ailleurs, mes 4 grands-parents étaient étrangers. Ma mère était étrangère. J'ai fait les écoles de la République. Alors, c'est un procès qui est donc, fait. Je veux dire, et puis donc on voit des gens, je veux dire, effectivement, on voit des gens qui sont des Africains, des Asiatiques, ça a été rappelé, qui ont combattu, qui ont versé leur sang au nom de la France. On voit des gens qui sont des grands écrivains, des chanteurs, des artistes, des hommes de théâtre, qui sont venus de l'étranger, parce que l'exil, c'est la richesse de la France. Et c'est ça qui fait la force de ce pays, c'est d'avoir des étrangers qui l'ont façonné et qui se reconnaissent aujourd'hui français à part entière, parfois beaucoup plus français que ceux qui se prétendent aujourd'hui, ces faux patriotes, les Français de souche, entre guillemets, tous ces gens-là d'ailleurs qui sont pour un certain nombre d'entre eux prêts à vendre la France à des puissances étrangères. François Calfon. D'abord, réagir en propos de M. Retailleau, c'est-à-dire qu'il confond les combats. Qu'il y ait un certain nombre de gens qui veuillent, sous la matrice d'une idéologie, revoir l'histoire de France et dévisser des statuts, c'est une chose, et c'est un débat. Je pense qu'on prend l'histoire dans sa globalité, donc le débat existe sur est-ce qu'on doit célébrer Napoléon à l'occasion des commémorations ou pas. Voilà, c'est un débat très large et on trouvera toujours au laser de l'histoire quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Et puis la deuxième chose, c'est quelque part de suggérer un certain nombre de noms issus, comme on dit, de la diversité. Moi, ça me choque absolument pas, mais il faut quand même garder, moi c'est ça ma matrice, le caractère universel de notre message. Autant une suggestion est bonne, et moi-même j'ai regardé la liste qui ne m'a pas choqué,
autant attention à la politique des quotas dans les noms, parce qu'à ce moment-là, chacun y va de sa matrice. Je rajouterai la mienne. Et vous allez voir qu'elle n'est pas... sur le genre, moi je suis assez d'accord, par ailleurs, parce que spontanément, le machisme et la misogynie institutionnelle fait que... on l'a vu sur des prix Nobel. Certains se sont attribués des prix Nobel alors que c'était les femmes qui avaient trouvé. Il faut faire un effort particulier. Mais par contre, il y a une chose qui, dans les deux assemblées, puisqu'ici nous sommes à Public Sénat, et dans les noms de rue évoqués pose toujours un problème, c'est la diversité sociale. Et ça, je pense que un effort doit être fait pour ces héros du quotidien, mais pas seulement. Si je pense simplement à la France combattante, que ce soit les lycéens du lycée Buffon ou le groupe Manoukian, la FTP Moy, je crois qu'il faut aussi mettre en avant finalement ces héros des classes populaires, d'où qu'ils viennent. Parce que, d'ailleurs, Manoukian est dans la liste. Ça, c'est bien le moins. Mais il me semble que dans certaines villes, et je le dis aussi, l'idéologie nous rattrape. Dans certaines villes, le groupe Manoukian ou les fédérés de la commune, pour parler des étrangers qui ont façonné l'histoire, sont plus présents sur les noms de rue que dans d'autres. Nicolas Bancel, vous souhaitez réagir ? Oui, juste pour vous dire que je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et la liste, je le rappelle, pour que les téléspectateurs soient vraiment au courant de l'intention de cette liste, ce n'est pas de remplacer le nom des rues, c'est de proposer à tous les élus, les maires, les conseillers généraux, régionaux, des possibilités, une ouverture sur le monde, sur les petits fleuves qui ont fait le grand fleuve qu'est l'histoire de France. Et que moi, je suis personnellement, à titre personnel, mais je crois que c'est partagé par le Conseil scientifique, il ne s'agit pas donc de déboulonner des statues ou d'enlever des noms de rues, mais pour les nouveaux bâtiments, les nouveaux édifices, les nouvelles rues, etc., je crois qu'on a le droit, effectivement, de réfléchir peut-être à plus large échelle. Et il n'en va pas d'une mauvaise volonté des élus, j'en suis sûr, mais peut-être d'une méconnaissance aussi, tout simplement, de la richesse de notre histoire, qui est effectivement irriguée par l'ensemble de ces petits ruisseaux qui ont fait ce grand fleuve qui nous habite et qui nous transporte tous. Par exemple, prenons un exemple de quelqu'un qui est vraiment identifié comme étant français et qui est dans votre liste d'ailleurs, Jacques Tati-Tchouk. Voilà, et tout le monde l'identifie à un Français, mais c'est quelqu'un qui vient d'une origine étrangère. Vous avez des chanteurs aussi dans votre liste, mais qui sont effectivement tellement identifiés comme étant des Français qu'on en a oublié l'origine. Et je trouve que c'est ça aussi la force de ce message. Nicolas Bancel, un tout dernier mot rapidement. Vous avez le sentiment d'avoir été instrumentalisé à des fins politiques par certains et certaines ? Alors, très honnêtement, pas du tout, parce que je tiens à dire que le Conseil scientifique a agi avec une liberté absolument entière. On n'a eu absolument aucune pression. Et on a choisi en toute liberté. Vous avez vu que le Conseil scientifique est très divers. Il recoupe des historiens comme moi, comme Pascal Horry, qui d'ailleurs vient d'être nommé académicien, mais aussi des journalistes, des gens qui s'intéressent à la diversité. Et on n'a eu absolument aucune pression. Donc on a agi vraiment en toute liberté. Eh ben merci beaucoup Nicolas Bancel d'avoir participé de manière ponctuelle comme ça à ce match des idées. Merci infiniment. Troisième thème ce soir, messieurs, c'est la 3e conférence sociale. Jean Castex rencontrait les partenaires sociaux en visio pour parler prime aux salariés dits de la 2e ligne dans cette crise, à savoir les chauffeurs routiers, les livreurs, les caissières, les éboueurs. Au total, 4,6 millions de personnes. Je voudrais qu'on écoute Jean Castex à l'issue de cette réunion. Il s'agit de manifester une reconnaissance aux salariés dont la présence au travail s'est avérée indispensable pour assurer la continuité économique du pays tout au long de la crise. Au terme des échanges avec les partenaires sociaux, le gouvernement a décidé d'autoriser à nouveau, comme ces 2 dernières années, le versement en 2021 d'une prime de 1 000 € défiscalisée et exonérée de cotisations sociales, plus communément connue sous l'appellation de prime Macron. François Calfon, est-ce que ça vous... Non, je vous vois faire une tête, je me dis que ça ne vous va pas du tout. Non, mais moi, écoutez, il y a une autonomie du dialogue social, c'est une vieille tradition de la charte d'Amiens en France. Je constate que l'ensemble des organisations syndicales de salariés ont refusé la funeste réforme de l'assurance chômage qui va précariser ceux qui, au terme de ce processus, voient leur emploi détruit. Donc la prime Macron de 1 000 € pour les salariés de la 2e ligne. Je pense que si on fait une conférence sociale, la base,
c'est qu'on écoute les partenaires sociaux. Donc on retire cette réforme de l'assurance chômage dans le contexte. Ça paraît... D'accord, mais ce n'était pas l'objet des discussions bien du sûr, jour. Ils n'ont pas voulu évoquer les sujets qui fâchent. Je le précise pour nos téléspectateurs. Mais j'ai bien compris. Mais la prime de 1 000 euros pour les salariés... Mais attendez, on va chercher la paille dans l'œil du voisin alors qu'on a une poutre en face de ses yeux. On n'en a pas une de poutre, on en a deux, puisque derrière, il y a aussi la situation des jeunes. Il y a des collectifs d'associations qui demandent la possibilité, même transitoire, moi je serais prêt à ce que ce soit pour le temps de résilience de la crise, pour 2 ans, 3 ans, à ce que le RSA jeune puisse être institué. Enfin, est-ce qu'il y a besoin d'aller faire des colloques sous les lambris dorés de la République pour voir que notre jeunesse est en situation de graves difficultés, tant sur le plan matériel que psychologique. Voilà 2 urgences sociales qui font le consensus d'un côté des associations et de l'autre des partenaires sociaux. Et on va nous inventer une prime qui a... Pour les salariés de la deuxième ligne, ça peut être une urgence sociale de recevoir cette prime de 1 000 euros. Très bien, qui fleure finalement l'oral de rattrapage électoral, alors que les revendications sont tout à fait claires. Et ça concerne des centaines de milliers de personnes sur le plan de cette funeste réforme de l'assurance chômage. Nicolas Tenzer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été actées, qui sont consensuelles. Ça, c'est assez évident. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi que les entreprises prennent leur part de responsabilité, en tout cas celles qui le peuvent. Probablement toutes ne le peuvent-elles pas, effectivement, en versant cette prime. Parce que là aussi, il faut être sûr aussi que derrière, évidemment, les salariés concernés reçoivent cette prime. Parce que l'incitation, de ce point de vue-là, ne suffit pas. Et je crois que là, il faut aussi être clair et probablement être un peu plus contraignant, encore une fois, pas pour toutes les entreprises, mais celles qui ont pu dégager pendant la crise, notamment le grand commerce, agroalimentaire, etc., un certain nombre de profits tout à fait raisonnables. Deuxièmement, il y a effectivement, Lucien Calfon l'a rappelé, il y a il y a quand même 3 grands sujets. Il y a effectivement cette réforme de l'assurance chômage. À vrai dire, on n'en comprend pas très bien les fondements dans la période actuelle. Je crois que c'est quelque chose qui pouvait certainement attendre, qui devait attendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réformer, non. Je pense que même sur le fond, il y a certainement un certain nombre de mesures à prendre. C'est certainement pas le moment, compte tenu de la situation de précarité terrible. D'ailleurs, on ne mesure pas encore exactement tous les contours, mais on va voir ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. On peut craindre quand même une détérioration extraordinairement sérieuse pour les catégories les plus vulnérables sur le front de l'emploi. Donc le monde d'après qu'on promettait meilleur pour ces catégories-là. Et ça, je crois que c'est ça. Il y a ça. Deuxièmement, je ne vais pas en reparler ce soir, il y a la question effectivement de la réforme des retraites, qui a été mal engagée. Je pense qu'elle ne se fera pas, parce que je pense que dans le contexte aujourd'hui, elle est complètement illisible et impensable. Déjà, elle l'était sans doute avant la crise de la Covid-19. Et troisièmement, effectivement, il y a la situation des jeunes. Et là, il y a plusieurs choses. Je crois qu'il y a effectivement la précarité matérielle, psychologique d'un certain nombre de jeunes. Et je pense qu'on a beaucoup trop tardé à en prendre la mesure. Et aujourd'hui encore, je pense que tous les témoignages affluent. Je veux dire, c'est un véritable désastre. Et deuxièmement, il y a l'étape d'après. C'est-à-dire, pour les jeunes, comment vont-ils s'insérer sur le marché de l'emploi ? Par les stages. Par le premier emploi, dans le contexte aujourd'hui. Donc pour vous, le gouvernement n'en fait pas assez. Et là, je pense qu'il y a probablement il y a les mesures d'urgence, et il y a ensuite un certain nombre de mesures vraiment de transition à envisager pour les 2 prochaines années ou 3 prochaines années, pour que les jeunes, effectivement, puissent accéder dans les meilleures conditions possibles au marché de l'emploi. Et là, je pense que c'est ce sujet-là, prioritairement, qui doit être mis sur la table. Alors, moi je suis tout à fait d'accord. Pourquoi maintiennent-ils cette réforme de l'assurance chômage ? C'est pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en concurrence avec la droite et le courant dit réformateur, il faut toujours plus de réformes. Ayant acté la fin de la réforme des retraites, il faut maintenir une réforme au parfum un peu libéral. Et qui en sont les dindons de la farce ? Ceux qui sont les plus fragilisés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi. Ensuite, s'il y avait eu, et moi j'ai dit un certain nombre de pistes comme le RSA jeune, mais ce n'est pas le seul, s'il y avait eu un sommet social qui faisait sens pour la société, bien au-delà des organisations syndicales, c'est le sommet social pour la jeunesse, dans lequel toutes les parties prenantes, y compris les collectivités locales, auraient été invitées à y participer. Moi je pense que dans une période comme ça, il ne faut pas faire preuve de dogmatisme. Typiquement, vous avez ce sujet qui apparaît sur la violence entre jeunes, et qui est devant nous. C'est-à-dire que les phénomènes de bande, ça a toujours existé, mais la montée de la violence n'est pas sans rapport avec la situation sociale dans laquelle nous vivons. Eh bien, c'est le moment d'injecter massivement des assistants d'éducation. C'est le moment d'être innovant. Et qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'argent, on peut y revenir à ouvrir, mais les 700... Non, mais je cite quand même 2 chiffres. 750 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Union européenne.
1900 milliards aux États-Unis avec la Fed, la Banque centrale aurait pu le faire, et un pays comme le seul Japon chiffre son plan de relance à 2000 milliards environ de dollars ou d'euros. On n'est plus à ça près. Donc ça veut dire que les marges de manœuvre existent. Et sur les jeunes, je précise juste la toute dernière info quand même, c'est la prime à l'embauche des jeunes qui est prolongée jusqu'au 31 mai. Voilà, je sais que ça ne vous ira pas, mais c'est l'annonce du jour. Une petite image pour terminer, si vous le voulez bien, la visite de 4 Français au Vatican ce lundi. Le militant écologiste Cyril Dion, l'entrepreneuse Eva Sadoun, le fondateur du mouvement Coexister Samuel Grzybowski qui ont rencontré le pape et un collaborateur de l'eurodéputé Pierre Larouturou qui s'est fait excuser, qui devait venir mais qui était positif au Covid. De quoi ont-ils parlé ? De taxation sur les transactions financières pour accélérer la transition écologique. Le souverain pontife qui a appelé la jeunesse à réveiller les gouvernements sur les questions environnementales. Et plus surprenant, selon nos confrères de l'Obs, le pape s'est inquiété du risque de voir le Rassemblement national au pouvoir en France. Je pense que c'est tout à fait normal. Parce que tout simplement, le message du Rassemblement national est totalement opposé aux enseignements fondamentaux de l'Église catholique. Je ne suis pas catholique moi-même, peu importe d'ailleurs. Mais il faut bien voir que si on regarde ce que propose le Rassemblement national et les évangiles, c'est complètement, je dirais, l'antinomie absolue. L'antinomie absolue. Donc le Rassemblement national n'a rien d'un parti chrétien. Et je crois que si le pape est intervenu aussi, je crois, sur le Rassemblement national, c'est pour aussi indiquer quelque chose. Je pense qu'il l'a dit très spontanément. C'est que le Rassemblement national n'est pas un parti comme un autre. Le Rassemblement national ne fait pas partie du jeu politique normal dans une démocratie. Et je crois que c'est ce message-là, très fort, du souverain pontife, qu'aujourd'hui, il faut véritablement entendre. C'est un coup d'alarme. Alors, bien sûr, après, sur l'engagement environnemental du pape, il est connu depuis longtemps. Lui-même, d'ailleurs, avant d'être pape, et lorsqu'il était archevêque, cardinal, etc., a fait beaucoup pour la jeunesse, évidemment, de son pays. Le seul fait qu'il accepte ce rendez-vous prouve qu'il avait un intérêt. Et qu'il y avait un véritable intérêt. C'est quelqu'un d'ouvert, voilà. Et je pense qu'il a dit des choses très fortes à cette occasion. Et c'est malin de la part de ces 4 Français de passer par le pape pour faire passer ces messages, comme pour faire pression sur des gouvernements qui seraient sourds à ces... Sur les sujets environnementaux, on voit bien qu'il n'y a pas de sujet de frontière. C'est un sujet mondial. Or, le pape est dans une religion structurée, puisque c'est la religion, le monothéisme qui a une autorité suprême comme médiation chez les vivants, qui est le pape. C'est plutôt bien que de le faire. Sur la question du Rassemblement national, quand on va à Saint-Pierre de Rome, moi j'y suis allé quand j'étais gamin, puis j'y suis retourné récemment, il y a quand même une sculpture sur la place Saint-Pierre, c'est quand même voulu par le pape François, duquel je suis un peu fan, je tiens à dire, qui est un bateau avec des migrants. Hein. Donc l'engagement sacerdotal, personnel, politique de ce jésuite argentin, il est tout à fait clair. D'ailleurs, au prix, moi je ne fais pas partie des communautés catholiques, au prix parfois de frottements sur ces engagements qui ne plaisent pas à tous les catholiques dans le monde et en France, mais qui me sont plutôt sympathiques. Et le fait qu'il soit sensible à la question environnementale, vous le saviez, vous ? Je sais qu'il est sensible à tout. Moi, je n'ai pas à juger le pape à qui on posait des questions sur l'homosexualité, qui disait, et je dirais avec lui, qui suis-je pour juger ? Donc, qui suis-je pour juger les engagements du pape ? Je ne les juge pas, mais ils ont ma sympathie. Voilà. C'est un discours qui peut avoir de l'influence sur les États, notamment sur la question environnementale, Nicolas Tenzer. Il est très influent. Le pape en général, je pense ce pape en particulier a une aura véritable auprès de l'ensemble des progressistes. Partout dans le monde, en France, en Europe, dans le monde. Et je pense que c'est un pape assez de la hiérarchie catholique. Bien sûr, évidemment, des catholiques d'extrême droite, ou ceux qui se disent catholiques et qui sont à l'extrême droite, plus exactement. Ça, c'est tout à fait évident. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très fort, effectivement. Et sur l'environnement, ce n'est pas du tout la première fois qu'il dit qu'il y a vraiment un risque pour la planète, qu'on risque de se détruire. Et je crois qu'il y a un lien quand même théologique, parce que quand même, le pape François est aussi un théologien, peut-être moins que Benoît XVI ne l'était, mais quand même. Et il y a aussi un enseignement, il faut préserver la planète, il faut la garder. Alors il n'est pas du tout dans l'extrémisme, hein. Le pape n'est pas du tout dans une sorte d'extrémisme vert, ultra, etc. Pas du tout. Mais il envoie des messages très forts. Et je pense que là aussi, celui sur le Rassemblement national est très clair. Je pense qu'il
France doivent quand même réfléchir assez sérieusement à cette parole du souverain pontife. Et on s'arrêtera là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. C'est donc la fin de cette émission. Exceptionnellement, on se retrouvera demain à 18h30 et non à 18h. Et puis je vous retrouverai aussi à 22h30. Dans un instant, audition publique. L'invité ce soir, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Et puis demain matin, comme tous les jours, dès 7h30, vous retrouvez Bonjour chez vous. Oriane Mancini recevra notamment Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat.